Je m'étais confié à ma mère, lui disant que je me sentais toujours invisible dans la famille. Des mois plus tard, mon oncle a répété mes mots exacts et m'a ouvertement ridiculisé lors du dîner. Alors, je lui ai demandé, tu leur as tout raconté? Et je suis parti pour de bon. Écoutez, j'ai 29 ans et je sais que tout le monde a une histoire de pire Thanksgiving. Entre la dinde sèche, les inévitables disputes politiques et cette tante qui demande toujours pourquoi vous êtes encore célibataire, la fête a une longue histoire de production de traumatismes. Mais croyez-moi, le mien surpasse tout, ou plutôt la tarte, puisque nous parlons de Thanksgiving. Tout d'abord, un peu de contexte. J'ai grandi dans une petite ville de Caroline du Nord. Ma mère, Diane, nous a pratiquement élevés, mon frère aîné Gaston et moi, seuls après le départ de notre père quand j'avais 7 ans. Papa n'était pas un incapable. Pas vraiment. Il s'est juste estompé de nos vies, vous savez, comme un t-shirt bon marché qui perd sa couleur. Chaque année, il était un peu moins présent jusqu'au jour où vous leviez les yeux et réalisiez que le t-shirt était pratiquement blanc. Et que votre père était essentiellement un étranger qui envoyait un billet de 20 $ dans une carte d'anniversaire tous les 2 ans, sans message personnel. Ma mère, elle a fait de son mieux. Je veux être très clair là-dessus parce que je sais comment cette histoire se termine et je ne veux pas que quiconque pense que je suis un enfant ingrat qui dénigre sa mère sans raison. Elle a travaillé 2 emplois pendant la majeure partie de mon enfance. Elle s'est assurée que nous avions de la nourriture, des vêtements, un toit au-dessus de nos têtes. Elle assistait aux pièces de théâtre de l'école et aux matchs de baseball quand elle le pouvait. C'était une bonne mère à bien des égards tangibles et mesurables. Mais c'est là que ça se complique et honnêtement, c'est un peu déchirant. Gaston était le préféré. Et je ne veux pas dire ça de la manière dramatique dont se plaignent tous les jeunes frères et sœurs. Je veux dire ça d'une manière qui était aveuglément évidente pour les professeurs, les voisins, nos grands-parents, probablement même notre facteur. Gaston avait 2 ans de plus, ressemblait exactement à notre père et avait ce charme facile qui faisait que les adultes tombaient amoureux de lui. C'était le genre d'enfant qui pouvait se sortir d'une retenue et obtenir des crédits supplémentaires dans la même conversation. Les professeurs l'adoraient. Les entraîneurs se le disputaient. Maman le regardait comme s'il avait décroché la lune. Moi, j'étais calme, même maladroit. J'aimais lire et construire des choses avec mes mains. Et j'ai eu un bégaiement jusqu'à mes environ 12 ans qui faisait de chaque présentation orale une marche sur des charbons ardents. Je n'étais pas mauvais dans quoi que ce soit. Je n'étais tout simplement spectaculaire dans rien. Et dans une maison où Gaston existait, ne pas être spectaculaire signifiait souvent être invisible. Pour être juste, maman n'a jamais dit explicitement qu'elle aimait plus Gaston. Elle ne m'a jamais rien dit de cruel en face. Tout était dans les marges, vous savez. Le bulletin de Gaston allait directement sur le frigo. Le mien? Il finissait dans un tiroir. Les trophées de baseball de Gaston étaient fièrement exposés dans le salon. Mes rubans de foire scientifique étaient enfouis dans une boîte dans mon placard. Quand Gaston est entré à NC State, maman a organisé une grande fête. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour un collège technique d'ingénierie, elle a juste dit « Oh, c'est bien, chérie ». Et elle est retournée regarder la télé. C'était la mort par 1000 petites coupures. À 18 ans, je m'étais convaincu que tout était dans ma tête. C'est ce qu'on fait quand on est enfant. Parce que l'alternative, admettre que sa propre mère ne vous voit pas vraiment, est juste trop lourde à porter. On se fait du gaslighting. Après le lycée, j'ai déménagé à environ 3 heures de là pour l'école, j'ai étudié l'ingénierie mécanique, j'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma promotion et j'ai décroché un emploi décent dans une entreprise de fabrication. Je ne gagnais pas 6 chiffres, mais j'étais stable. J'avais mon propre appartement, un camion d'occasion qui fonctionnait la plupart du temps, et une vie qui était entièrement la mienne. Je parlais à maman peut-être une fois toutes les 2 semaines. Des appels courts, des choses superficielles. Comment va le travail? Comment va Gaston? D'accord, à bientôt. Je t'aime. Mais Gaston, lui, vivait à environ 20 minutes de maman. Il avait enchaîné quelques emplois après l'université, sans jamais vraiment trouver quelque chose de solide. La dernière fois que j'ai entendu dire, il faisait quelque chose dans la vente, ce qui pour Gaston signifiait probablement charmer la grand-mère de quelqu'un pour une multipropriété. Il traversait également son 2e divorce à 29 ans, ce que maman, bien sûr, a en quelque sorte entièrement imputé à ses ex-femmes. Selon Diane,
Gaston avait juste de la malchance avec les femmes. Rien à voir avec le fait que Gaston avait la profondeur émotionnelle d'une flaque d'eau sur un parking. Maintenant, c'est là que l'histoire prend vraiment son envol. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à voir une thérapeute. Non pas à cause d'une crise massive, mais parce que je portais cette tristesse de bas grade toute ma vie, et j'ai pensé qu'il était temps d'y faire face au lieu de simplement la traverser comme je l'avais toujours fait. Ma thérapeute, la docteure Lefebvre, était une femme calme et pragmatique d'une 50aine d'années qui avait une façon de poser des questions qui vous donnait l'impression de vous mentir à vous-même depuis des décennies, ce qui, il s'est avéré, était le cas. Après environ 3 mois de séance, elle m'a aidé à mettre des mots sur quelque chose que je n'avais jamais pu articuler auparavant. C'était à propos de maman, du favoritisme, de la façon dont j'avais passé toute ma vie à me produire pour une approbation qui ne viendrait jamais. Et elle m'a encouragé à le dire à voix haute, pas à maman, pas encore, juste à quelqu'un en qui j'avais confiance. Alors, je l'ai dit à maman, je sais, je sais. Elle a dit, quelqu'un en qui j'avais confiance. Et je suis allé directement à la source du problème. Mais voici le truc. Je voulais croire que ma mère pouvait le gérer. Je voulais croire que si je lui disais simplement ce que je ressentais, elle écouterait. Elle comprendrait et quelque chose changerait. J'avais 28 ans et je voulais toujours désespérément que ma mère me voie. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste être humain. Je l'ai appelée un mercredi soir de mars. Elle était à la maison. Gaston était sorti quelque part et elle semblait détendue. Je lui ai dit que j'avais vu un thérapeute et que j'avais besoin de lui partager quelque chose d'important. Elle est devenue silencieuse. J'ai entendu la télé en arrière-plan se mettre en sourdine. Et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que je m'étais senti invisible toute ma vie. Que j'avais vu Gaston être loué et célébré tandis que je recevais au mieux une reconnaissance polie. Je lui ai parlé des bulletins, des trophées, de la fête contre le « c'est bien ». Je lui ai dit que j'avais passé des années à me demander ce qui n'allait pas chez moi avant de réaliser que le problème n'était peut-être pas moi du tout. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que j'étais fatigué de prétendre que le favoritisme n'existait pas, parce que faire semblant me tuait lentement. Je tremblais à la fin. Ma voix a craqué 2 fois et j'ai dû m'arrêter et respirer. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais dite à personne. Maman est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit, « Nolan, je n'avais aucune idée que tu ressentais cela. Je suis tellement désolé. » Et pendant environ 48 heures, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'ai cru que nous avions tourné la page. J'ai cru que l'honnêteté avait gagné. J'ai cru que ma mère m'avait enfin entendu. Puis Thanksgiving est arrivé. Le frère de maman, mon oncle Thierry, organise Thanksgiving chaque année chez lui, à environ 40 minutes de la ville. Grande maison, grand jardin, grandes opinions. Thierry est le genre de gars qui pense qu'être bruyant équivaut à avoir raison. Ce n'est pas une mauvaise personne exactement, mais c'est l'équivalent humain d'un mégaphone dans une bibliothèque. Tout est l'affaire de tout le monde, et il délivre ses opinions comme s'il vous rendait service. J'ai failli ne pas y aller cette année-là. Quelque chose dans mon ventre me disait de ne pas y aller, de rester à la maison et de manger de la pizza froide et de regarder du football en sous-vêtements comme une personne normale. Mais maman m'avait appelé 2 fois cette semaine-là pour s'assurer que je viendrais. Elle avait l'air chaleureuse. Elle avait l'air d'essayer. Alors j'ai conduit 3 heures jusqu'à la maison de Thierry, j'ai franchi la porte d'entrée et je me suis assis à une table avec 14 membres de ma famille élargie. Et c'est là que mon monde s'est effondré. Le dîner a bien commencé, même normalement. L'épouse de Thierry, Lorraine, avait préparé sa célèbre farce de pain de maïs. Ma cousine Héloïse montrait à tout le monde des photos de son nouveau chiot. Gaston tenait la corde au bout de la table, racontant une histoire de voyage de golf qui impliquait apparemment une rencontre avec une célébrité que je suis sûr à 90% qu'il avait inventée. Du Gaston classique. Tout le monde riait, les assiettes étaient pleines, et je m'amusais réellement. J'étais assis entre mon cousin Brice et ma tante Pascale, qui est la femme la plus douce du monde et n'a jamais dit un mot méchant sur personne, ce qui en fait honnêtement une anomalie statistique dans notre famille. J'avais une assiette pleine de dinde et de purée de pommes de terre, et je pensais, vous savez quoi? Peut-être que ça va être un bon repas. Peut-être que maman et moi avons vraiment tourné la page. Puis Thierry a frappé son verre. Que Thierry frappe son verre à Thanksgiving n'a rien de nouveau. Il le fait chaque année.
Habituellement, c'est un toast à la famille et à la gratitude et à la chance de chacun. Et tout le monde lève son verre et passe à autre chose. Des choses standards. Mais cette année, Thierry avait une énergie différente. Il me regardait, pas un coup d'œil, il me regardait comme s'il avait attendu ce moment. Je veux dire quelque chose, annonça Thierry, et la table se tut. Nous sommes tous une famille ici, et je pense que la famille devrait être honnête les uns avec les autres. Alors, je veux aborder l'éléphant dans la pièce. Je me souviens avoir pensé, quel éléphant? J'ai regardé autour de la table. Personne d'autre ne semblait savoir ce qui allait arriver, sauf maman. Maman fixait son assiette. Elle ne voulait pas lever les yeux. Nolan, dit Thierry, et entendre mon nom sortir de sa bouche comme ça, comme une accusation, me fit tomber l'estomac. Ta mère m'a parlé de ta petite séance de thérapie, de la façon dont tu penses qu'elle t'a traité injustement en grandissant. Comment tu penses que Gaston a eu toute l'attention et que tu as eu le mauvais côté du bâton? La table devint silencieuse. 14 personnes et pas une fourchette ne bougea. Même Gaston s'arrêta en plein mouvement. Thierry n'avait pas fini. Et je veux juste dire, en tant que quelqu'un qui a vu ta mère se décarcasser pour élever 2 garçons seuls, je pense que c'est une chose assez minable à lui imposer. Elle a tout sacrifié pour vous, les enfants. Tout. Et pour que tu t'assoies là et que tu lui dises qu'elle n'était pas assez bien, il faut du culot. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais littéralement pas faire entrer d'air dans mes poumons. Tout ce que j'avais dit à ma mère en toute confiance. Chaque chose brute et vulnérable que j'avais passé des mois à rassembler le courage de dire était maintenant récitée à une table de Thanksgiving par un homme qui pensait que la vulnérabilité était un défaut de caractère. J'ai regardé maman. Elle fixait toujours son assiette. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Tu lui as dit? J'ai dit. Ma voix est sortie plus douce que je ne m'y attendais, presque calme, mais à l'intérieur, je me brisais. Le menton de maman trembla. Nolan, j'avais juste besoin de quelqu'un à qui en parler. Je ne pensais pas qu'il le soulèverait comme ça. Comme ça? J'ai répété. Tu lui as dit ce que je t'ai dit en privé. Quelque chose que je t'ai dit parce que je te faisais confiance et il l'utilise pour m'embarrasser devant toute la famille. Thierry intervint à nouveau. Personne ne t'embarrasse, gamin. Nous avons juste une conversation honnête. Si tu peux le dire à ta mère, tu devrais pouvoir l'accepter. Je n'ai rien dit, j'ai dit. Je disais à ma mère ce que je ressentais, quelque chose que je retenais depuis plus de 20 ans. Et je le lui ai dit à elle. Pas à toi. Je ne t'ai pas appelé Thierry. Je n'ai pas envoyé de lettre d'information familiale. J'ai eu une conversation privée avec ma mère et elle l'a transformée en divertissement de Thanksgiving. Gaston a parlé du bout de la table. Frère, allez. Tu dramatises. Maman t'aime. Elle nous aime tous les deux. Reste en dehors de ça, Gaston, j'ai dit. Et quelque chose dans mon ton a dû faire mouche parce qu'il a effectivement fermé la bouche. J'ai regardé maman. Elle avait des larmes sur le visage maintenant. Nolan, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que cela arrive. Et voici le truc. Une partie de moi la croyait. Une partie de moi regardait ma mère pleurer et voulait dire, c'est bon. C'est bien. Mangeons juste le dîner et faisons comme si cela n'était jamais arrivé. C'est la partie de moi qui avait dirigé le spectacle pendant 28 ans. La partie qui arrangeait les choses, qui ravalait ses sentiments, qui se faisait plus petit pour que tout le monde soit à l'aise. Mais la voix de la docteure Lefebvre était dans ma tête. Elle m'avait dit quelque chose quelques semaines auparavant qui m'était resté. Elle avait dit, Nolan, quand quelqu'un vous montre que vos sentiments ne sont pas en sécurité avec lui, croyez-le la première fois. Alors, je me suis levé. Je m'en vais, j'ai dit, pas fort, pas en colère, juste clair. Je suis venu ici parce que tu me l'as demandé maman, parce que je pensais que nous étions dans un meilleur endroit. Mais ce que tu as fait, partager ce que je t'ai dit en confiance. C'est exactement le genre de choses dont je parlais lors de cet appel téléphonique. Mes sentiments n'ont jamais été en sécurité avec toi. Je ne voulais juste pas le croire. La table était figée. Tante Pascal avait la main sur la bouche. Brice fixait son assiette comme s'il souhaitait pouvoir se téléporter.
Lorraine serrait sa serviette si fort que ses phalanges étaient blanches. Maman commença à pleurer plus fort. Nolan, assieds-toi, s'il te plaît. Nous pouvons en parler. Nous en avons parlé, j'ai dit, et tu l'as transformé en potin. Thierry ouvrit la bouche pour dire autre chose, et j'ai levé la main. Thierry, avec tout le respect que je te dois, cela n'a rien à voir avec toi. Tu ne sais pas ce qu'a été mon enfance. Tu nous as vus lors des fêtes et des barbecues. Tu n'as pas à me dire ce que j'ai vécu dans ma propre maison. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Gaston m'a rattrapé dans le couloir. Mec, tu pars vraiment? C'est Thanksgiving. Oui, Gaston, je pars vraiment. Et pour information, la raison pour laquelle tu ne comprends pas ce que je ressens, c'est parce que tu n'as jamais eu à le faire. C'était toi qui recevais l'attention. Tu étais l'enfant doré. Alors, je comprends que cela te semble une réaction excessive, mais ce n'est pas le cas. Il n'a pas eu de réponse à cela. Il est juste resté là dans le couloir, les mains dans les poches, pendant que je sortais par la porte d'entrée et dans l'air froid de novembre. Je suis rentré en silence. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, rien. Juste 3 heures d'autoroute et le son de mes propres pensées. Je n'arrêtais pas de le rejouer dans ma tête. La voix de Thierry, le visage de maman, la façon dont elle ne voulait pas me regarder, la façon dont elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui en parler. Comme si ma douleur était un fardeau qu'elle devait décharger plutôt que quelque chose qu'elle aurait dû réellement prendre en compte et aborder. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais engourdi. Je suis resté dans mon camion sur le parking de mon complexe d'appartements pendant presque 1 heure. Il faisait assez froid pour que je puisse voir ma respiration. Je n'ai pas allumé le chauffage. Je suis juste resté là et j'ai laissé la réalité m'envahir. Ma mère avait pris la chose la plus vulnérable que j'ai jamais partagée avec elle et l'avait donnée à quelqu'un d'autre, non pas pour la traiter avec un thérapeute, non pas pour y réfléchir en privé. Elle l'a donnée à Thierry, la personne la plus bruyante et la moins empathique de notre famille, et il l'avait transformée en arme à une table de dîner devant tous mes proches. J'avais passé 20 ans à me convaincre que le favoritisme était dans ma tête. J'avais passé 3 mois en thérapie, à rassembler le courage de dire quelque chose. J'avais passé un appel téléphonique à vider mon âme. Et en retour, j'ai été publiquement humilié à Thanksgiving. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone. Je ne l'ai pas vérifié pendant 3 jours. Quand je l'ai finalement rallumé, il y avait 11 appels manqués de maman, 4 de Gaston, 2 de tante Pascal, et un SMS de Thierry qui disait « J'espère que tu t'es calmé. Ta mère a le cœur brisé. Tu devrais l'appeler. » Je n'ai appelé personne. C'était en novembre. Ce qui s'est passé au cours des 8 mois suivants est quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. Et honnêtement, avec le recul, je ne changerai rien à la façon dont cela s'est déroulé. Mais cela a commencé avec le pire jour férié de ma vie et un silence qui allait remodeler toutes les relations que j'avais. Les semaines après Thanksgiving ont été rudes. Je ne vais pas l'édulcorer. J'ai traversé une période où je fonctionnais à peine en dehors du travail. Je rentrais à la maison, mangeais quelque chose d'oubliable, m'asseyais sur mon canapé et regardais le mur jusqu'à ce qu'il soit assez tard pour justifier d'aller me coucher. Je n'étais pas exactement déprimé. Ou peut-être que je l'étais, mais ça ressemblait plus à un deuil. Comme si je pleurais quelque chose qui n'avait jamais réellement existé. La version de ma mère qui protégerait mes secrets, la dynamique familiale où j'avais de l'importance. Cette image que je m'étais peinte dans la tête pendant près de 3 décennies avait été arrachée du mur à Thanksgiving. Et je me tenais dans une pièce vide, essayant de comprendre quoi faire ensuite. La docteure Lefebvre a été incroyable pendant cette période. Je suis passé de la voir toutes les 2 semaines à toutes les semaines. Elle ne m'a pas poussé à appeler maman ou à pardonner à qui que ce soit. Elle m'a juste aidé à accepter ce qui s'était passé et à commencer à comprendre ce que cela signifiait. Une chose qu'elle a dite et qui m'a dévasté était « Vous n'avez pas seulement été trahi par votre mère à cette table, Nolan. Vous avez été trahi par la version de vous-même qui croyait encore qu'elle changerait. » Et oui, ça m'a pris quelques jours pour digérer pleinement cela. Noël est arrivé et est reparti. Je suis resté à la maison. Maman a appelé le matin de Noël et je l'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal qui était surtout des pleurs et des mots disant qu'elle me manquait et que Thierry se sentait terrible. Je n'ai pas cru la partie concernant Thierry. J'ai aussi remarqué qu'elle ne s'était jamais réellement excusée.
Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle souhaitait que je rentre à la maison, mais elle n'a jamais dit « J'ai eu tort de partager ce que tu m'as dit ». Cette absence en disait long. Gaston m'a envoyé un SMS le soir du Nouvel An. Justin, bonne année, frérot. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu avec un emoji pouce levé parce que je ne suis pas un monstre, mais je n'étais pas non plus prêt à faire semblant que tout allait bien. Il n'a pas relancé. Janvier, c'est là que les choses ont commencé à changer. Ça a commencé petit. Mon patron à l'entreprise de fabrication, un gars nommé Christophe, qui avait été discrètement solide avec moi pendant 3 ans, m'a fait venir dans son bureau un après-midi. Il m'a dit qu'un de nos clients, une entreprise de pièces aérospatiales de taille moyenne à environ 1 heure au nord, cherchait un ingénieur principal pour superviser une nouvelle ligne de production. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais. Le poste était une promotion à tous égards. Christophe a dit qu'il m'avait déjà recommandé. Je l'ai regardé. Pourquoi moi? Il m'a regardé comme si je lui avais demandé pourquoi l'eau était mouillée. Parce que tu es le meilleur ingénieur que j'ai, Nolan. Tu es le meilleur ingénieur que j'ai depuis ton 2e mois ici. Je pensais que tu le savais. Je ne le savais pas. Pas vraiment. Quand on grandit en étant l'enfant dont les réalisations vont dans un tiroir au lieu d'être sur le frigo, on cesse de les voir soi-même. J'ai passé l'entretien la semaine suivante. L'entreprise s'appelait Méridian Précision. Le responsable de la division ingénierie, Léon, était un homme d'une 60aine d'années, vif et pragmatique, qui avait construit des choses toute sa vie. Nous avons parlé pendant 2 heures, non seulement d'ingénierie, mais aussi de résolution de problèmes, de la façon dont je penserais à ce que je construirais si j'avais des ressources illimitées. À la fin, il m'a serré la main et m'a dit, j'ai interviewé 11 personnes pour ce poste. Vous êtes le premier qui m'a fait oublier que je menais un entretien. J'ai eu l'offre. 38 000 $ de plus par an, avantages sociaux complets, aide à la réinstallation et un titre qui reflétait réellement ce que je pouvais faire. J'ai accepté sur le champ. Déménager était exactement ce dont j'avais besoin. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouvelle routine. La ville s'appelait Ashford, et c'était l'un de ces endroits de taille moyenne qui avaient juste assez de choses à faire pour vous divertir sans être écrasant. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres près du centre-ville, acheté de vrais meubles au lieu de l'aménagement de mes restes d'étudiants que j'avais, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de construire quelque chose qui était véritablement à moi. Le travail était phénoménal. Léon est devenu quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu auparavant. Un mentor, il me poussait fort, mais il croyait aussi en moi d'une manière vocale et sans complexe à laquelle je n'étais pas habitué. Quand j'ai conçu un système de réoutillage qui a réduit les déchets de production de 18% au cours de mes 3 premiers mois, il l'a mentionné lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise et a dit, c'est ce qui arrive quand vous embauchez des gens qui pensent vraiment. Je ne savais presque pas comment gérer le fait que quelqu'un soit publiquement fier de moi. Cela me semblait étranger, comme entendre une chanson dans une langue que vous commencez tout juste à apprendre. Vers mars, j'ai rencontré Chloé. Elle était chef de projet dans une entreprise technologique en face de Méridian. Et nous nous sommes rencontrés de la manière la plus ennuyeuse possible. Nous faisions la queue dans le même café. Tous les deux avons commandé la même boisson ridiculement spécifique. Quand le barista a appelé la commande, nous l'avons tous les deux atteinte en même temps. Elle m'a regardé et a dit, si vous pensez que vous prenez mon latte au lait d'avoine avec un shot supplémentaire et une pincée de cannelle, vous êtes profondément trompé. Je l'ai aimé immédiatement. Nous avons commencé à sortir ensemble en avril. Chloé était intelligente, directe, drôle d'une manière qui vous prenait au dépourvu, et elle avait cette qualité que je n'avais jamais expérimentée chez un partenaire auparavant. Elle prêtait attention non seulement aux grandes choses, mais aux petites. Elle remarquait quand j'étais silencieux et elle me posait des questions sans que cela ressemble à un interrogatoire. Elle se souvenait des choses que je disais en passant et les évoquait des semaines plus tard. Elle me faisait me sentir vu d'une manière que je commençais tout juste à comprendre que j'avais désespérément cherché. Je lui ai parlé de Thanksgiving vers notre 6e rendez-vous. Nous étions assis sur son canapé, mangeant des plats à emporter, et elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai donné la version courte et elle est restée assise un long moment avant de dire, « Ta mère a donné ton cœur à quelqu'un qui l'a utilisé comme un ballon de football. » Ce n'est pas une petite chose, Nolan. Je sais, j'ai dit. Le sais-tu vraiment, a-t-elle demandé. Parce que tu continues de le nuancer.
tu continues de dire qu'elle ne voulait pas. Elle faisait de son mieux. Elle ne pensait pas que Thierry ferait ça. Mais le résultat est le même. Tu lui as fait confiance avec quelque chose de sacré, et elle l'a traité comme si c'était le sien à distribuer. Personne ne l'avait jamais dit aussi clairement, pas même la docteure Lefebvre, qui était plus prudente avec son langage. Chloé l'a juste dit. Et l'entendre de quelqu'un qui n'avait aucune histoire avec ma famille, aucun parti pris, aucun programme, ça a finalement pris tout son sens. En mai, j'étais dans la meilleure forme de ma vie professionnellement et personnellement. J'avais un emploi que j'aimais, un patron qui me respectait, une petite amie qui me voyait réellement, et une thérapeute qui me gardait honnête. Je dormais bien, je mangeais bien, je faisais de l'exercice pour la première fois depuis des années. J'avais l'air différent. Je me tenais différemment. Le bégaiement que j'avais eu enfant, qui réapparaissait occasionnellement quand j'étais stressé, avait complètement disparu. Je me sentais comme une personne différente. Et c'est exactement à ce moment-là que maman a rappelé. Je ne lui avais pas parlé depuis avant Thanksgiving, 6 mois de silence. Elle avait appelé une poignée de fois et j'avais laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Ces messages avaient évolué, passant de pleurs et de culpabilisation à des tentatives plus courtes et plus mesurées. Salut chérie, je prends juste de tes nouvelles. Appelle-moi quand tu peux. Je n'ai jamais pu. Mais cet appel était différent. Il ne venait pas du numéro de maman. Il venait de celui de Gaston. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Nolan, c'est Gaston. Ne raccroche pas. Sa voix était différente. Plus petite, moins assurée. Maman est à l'hôpital. Elle a fait une chute, elle s'est cassé la hanche. Elle va bien. Elle est stable, mais elle aura besoin d'une opération, et elle a demandé à te voir. J'ai fermé les yeux, je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai laissé l'information s'installer. D'accord, j'ai dit. Merci de me le dire. Tu vas venir, a-t-il demandé. Je ne sais pas encore, j'ai dit. J'y réfléchirai. Nolan, c'est ta mère. Je sais qui elle est, Gaston. Il est devenu silencieux. Puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. Écoute, je sais que les choses ont été compliquées et je sais que je n'ai pas vraiment été utile, mais tu lui manques vraiment. Et entre toi et moi, je pense qu'elle sait qu'elle a merdé. Elle ne sait juste pas comment le dire. C'était la chose la plus lucide que Gaston m'ait jamais dite. Ce n'était pas suffisant, mais c'était quelque chose. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Puis je suis resté assis dans mon bureau pendant longtemps, à regarder par la fenêtre le parking, à peser tout ce que j'avais construit contre tout ce que j'avais laissé derrière moi. Je n'ai pas précipité les choses. C'est la chose à propos de passer 6 mois à se reconstruire de l'intérieur. On arrête de réagir et on commence à choisir. L'ancien Nolan aurait été dans la voiture en 20 minutes. Conduire 3 heures jusqu'à un hôpital pour réconforter une femme qui ne s'était pas excusée parce que c'est ce que font les bons fils. Le nouveau Nolan a pris le temps, y a réfléchi, en a parlé à la docteure Lefebvre, en a parlé à Chloé. Chloé a été celle qui m'a aidé à le voir clairement. Nous étions assis sur le balcon de mon appartement ce soir-là, le soleil se couchant derrière les immeubles, et elle a dit, « Tu peux aller voir ta mère. Cela ne signifie pas que tu lui pardonnes. Cela ne signifie pas que tu rouvres la porte à ce qui était avant. Cela signifie simplement que tu choisis de te présenter comme la personne que tu es devenue, à tes conditions. » La docteure Lefebvre a dit quelque chose de similaire lors de notre séance le lendemain. Cela pourrait être une opportunité, Nolan. Pas nécessairement pour la réconciliation, mais pour la clarté. Vous avez passé 6 mois à trouver votre voie. C'est une chance de l'utiliser. Alors, j'ai fait un plan. Pas un plan de vengeance, pas un plan de confrontation dramatique, juste un plan pour savoir comment j'allais gérer cela sans me perdre en cours de route. J'ai écrit 3 choses sur une petite carte et je l'ai mise dans mon portefeuille. 1. Je ne ferai pas semblant que Thanksgiving n'a pas eu lieu. 2. Je n'accepterai pas d'excuses qui ne reconnaissent pas ce qu'elle a réellement fait. 3. Je ne partirai pas sans lui demander pourquoi. Ce dernier point était le plus important. Pourquoi avait-elle dit à Thierry? Pourquoi avait-elle partagé la chose la plus vulnérable que j'ai jamais dite? Je tournais autour de cette question depuis 6 mois, et j'avais besoin d'entendre la réponse de sa bouche. Quelle qu'elle soit.
J'ai conduit un samedi matin, 3 heures sur l'autoroute, la même route que j'avais prise une centaine de fois, mais cette fois, ça semblait différent. Je ne me dirigeais pas vers une obligation. Je me dirigeais vers quelque chose que j'avais choisi. Il y a une différence. Et si vous ne l'avez jamais ressenti, j'espère que vous le ferez un jour. Maman était dans un centre de rééducation quand je suis arrivé. L'opération s'était bien passée et elle se rétablissait, mais elle y resterait encore quelques semaines. Gaston m'a rencontré sur le parking. Il avait l'air fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs, ce qui était étrange car cela ne faisait que 6 mois. Il m'a donné l'une de ces étreintes maladroites entre frères où personne ne s'engage pleinement. Nous sommes entrés ensemble. L'établissement sentait le nettoyant industriel et la nourriture de cafétéria, ce qui est apparemment l'odeur universelle des soins de santé. Maman était dans une chambre au bout d'un long couloir, assise au lit, regardant une émission de cuisine sur une petite télévision fixée au mur. Elle m'a vu et tout son visage a changé. Pas seulement la surprise, quelque chose de plus profond. Ses yeux se sont remplis et ses lèvres ont commencé à trembler et elle a tendu la main comme si j'étais quelque chose qu'elle avait eu peur de perdre. « Nolan » murmura-t-elle. « Tu es venu ?» ?»« Je suis venu » j'ai dit. Je ne me suis pas précipité vers elle. Je n'ai pas pris sa main. J'ai tiré une chaise à côté de son lit et je me suis assis à une distance normale. Gaston planait près de la porte comme s'il ne savait pas s'il devait rester ou partir. « Gaston, peux-tu nous laisser une minute ?» j'ai dit. Il a regardé maman. Elle a hoché la tête. Il est parti et a fermé la porte derrière lui. Pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. L'animateur de l'émission de cuisine expliquait comment déglacer correctement une poêle, ce qui semblait absurdement inapproprié comme bruit de fond pour la conversation que nous étions sur le point d'avoir. « Comment tu te sens ?» j'ai demandé. « Mieux » a-t-elle dit. L'opération s'est bien passée. Ils disent que je remarcherai dans quelques semaines avec de la kinésithérapie. Elle a fait une pause. « Et toi, comment vas-tu ?» Je vais bien, maman. Très bien, en fait. J'ai un nouveau travail. J'ai déménagé. Je vois quelqu'un. Ses yeux se sont illuminés. C'est merveilleux, chérie. J'aurais aimé le savoir. Tu l'aurais su si nous avions parlé, j'ai dit. Pas méchant, juste vrai. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je sais. Je sais. J'ai tout gâché, Nolan. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Allongé dans ce lit, incapable de bouger. Tout ce que tu peux faire, c'est penser. J'ai quelque chose à te demander, j'ai dit. Et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Pas la version qui te fait te sentir mieux. La vraie réponse. Elle a hoché la tête lentement. Pourquoi as-tu dit à Thierry? Elle a fermé les yeux. Une larme a glissé sur sa joue. Pendant un long moment, j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Puis elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé et a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, parce que j'avais honte. J'ai attendu. Quand tu m'as dit toutes ces choses au téléphone sur le favoritisme, sur la façon dont tu te sentais invisible, ma première réaction n'a pas été de l'empathie, Nolan. C'était de la honte. Je me suis senti comme la pire mère du monde. Et au lieu de m'asseoir avec ça, au lieu de te rappeler et de dire « Tu as raison et je suis désolé », j'ai appelé Thierry parce que j'avais besoin de quelqu'un pour me dire que je n'étais pas une mauvaise mère. J'avais besoin de quelqu'un pour me faire sentir mieux à propos de ce que tu avais dit. Elle s'est essuyée le visage avec le dos de la main. Et Thierry a fait exactement ce que Thierry fait. Il s'est mis en colère en mon nom. Il m'a dit que tu étais ingrat et dramatique et qu'il allait te remettre sur le droit chemin. Et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité, qui était que tu avais raison sur tout. La pièce était silencieuse sauf la télé où le chef assaisonnait maintenant un poulet avec beaucoup trop d'enthousiasme. J'avais raison, j'ai dit. Pas comme une question. Tu avais raison, a-t-elle dit. Gaston était plus facile pour moi. Il était extraverti et confiant et il me rappelait ton père de toutes les façons qui ne faisaient pas mal. Et tu étais calme et sensible et tu me rappelais moi-même. Et je pense qu'à un certain niveau je l'ai ressenti. Pas toi, jamais toi. Mais les parties de moi que je voyais en toi que je n'aimais pas chez moi. La timidité, le doute de soi.
Et au lieu de t'aider à traverser ça, je m'en suis détourné parce que regarder ça, c'était comme regarder dans un miroir que je ne voulais pas affronter. Je suis resté assis là longtemps, juste à respirer, à digérer. C'était plus d'honnêteté que je n'en avais eu de ma mère en 29 ans combinés. Ce n'est pas une excuse, a-t-elle poursuivi. Je sais que je t'ai échoué, Nolan. Non pas parce que je suis un monstre, mais parce que j'étais une lâche. Et puis quand tu m'as enfin dit à quel point ça faisait mal, j'ai été lâche à nouveau. J'ai couru vers Thierry au lieu de courir vers toi. J'ai sorti la petite carte de mon portefeuille, je l'ai regardée. Les 2 premiers points avaient été abordés. Elle ne faisait pas semblant que Thanksgiving n'avait pas eu lieu. Ses excuses étaient spécifiques et reconnaissaient ce qu'elle avait fait et pourquoi. Le numéro 3, elle venait d'y répondre sans que j'aie à la pousser. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, j'ai dit, je ne suis pas la même personne qui a quitté la maison de Thierry à Thanksgiving. J'ai passé les 6 derniers mois à reconstruire ma vie sans toi, et c'est la meilleure période de ma vie. J'ai un travail où les gens me valorisent. J'ai une petite amie qui me voit. J'ai une thérapeute qui m'a aidé à arrêter de me haïr de vouloir être vue par ma propre mère. Elle a tressailli. Je n'ai pas adouci mes propos. Je ne suis pas venu ici pour te punir, j'ai continué. Mais je ne suis pas non plus venu ici pour reprendre là où nous en étions. Si nous devons avoir une relation à l'avenir, ce sera différent. Je ne serai plus l'enfant qui se tait et sourit. Et si jamais tu partages encore quelque chose que je te dis en privé avec Thierry, Gaston ou qui que ce soit, c'est fini définitivement. Elle a hoché la tête. Je comprends. Encore une chose, j'ai dit. Je veux dîner avec toi, moi et Gaston, avant de partir demain. Et je veux que Thierry soit là. Ses yeux se sont agrandis. Pourquoi Thierry? Parce qu'il me doit aussi des excuses. Et parce que j'ai des choses à dire que toute la famille doit entendre. Pas à une table de Thanksgiving où je suis pris en embuscade, mais à un dîner où c'est moi qui fixe les règles. Elle m'a regardé un instant. Puis elle a dit, d'accord, je ferai en sorte que ça arrive. Je me suis levé, me suis penché et l'ai embrassé sur le front. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. En sortant, Gaston était appuyé contre le mur du couloir, faisant semblant de regarder son téléphone. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Nous dînons demain soir, j'ai dit, toi, maman et Thierry. Quelque part de calme, pas chez Thierry. Peux-tu organiser ça? Il m'a regardé comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. Puis il a hoché la tête. Oui, je vais arranger ça. Je suis sorti de cet établissement et dans le soleil de l'après-midi, et pour la première fois en 6 mois, je n'appréhendais pas ce qui allait suivre. J'étais prêt. Gaston a choisi un steakhouse à environ 15 minutes du centre de rééducation. Rien de chic, juste un de ces endroits familiaux avec des banquettes en bois et un éclairage tamisé où les menus sont plastifiés et les portions pourraient nourrir un petit village. Maman ne pouvait pas être là physiquement car elle était encore en convalescence, mais elle a participé par haut-parleur, posé contre la salière. Cela avait l'air ridicule, mais ça a marché. Thierry est arrivé 5 minutes en retard, ce qui, je pense, était intentionnel. Il est entré portant un polo et une expression faciale qui disait qu'il préférerait être littéralement n'importe où ailleurs. Il s'est assis en face de moi, m'a fait un signe de tête censé passer pour un salut, et a immédiatement pris le menu comme si nous étions juste 4 personnes prenant un dîner décontracté le dimanche. Pose le menu, Thierry, j'ai dit. Il a levé les yeux, ses yeux se sont rétrécis. Excuse-moi. Je ne t'ai pas demandé de venir ici pour manger. Je t'ai demandé de venir ici pour parler, alors pose le menu. Il a jeté un coup d'œil à Gaston, qui était assis à côté de lui, l'air d'un homme piégé dans un avion sans parachute. Gaston a haussé les épaules très légèrement. Thierry a posé le menu. D'accord, a dit Thierry, en se penchant en arrière et en croisant les bras. Parlons. À Thanksgiving, tu as pris quelque chose que ma mère t'a dit en confidence, quelque chose que je lui avais dit en confidence. Et tu l'as utilisé pour m'humilier devant notre entière famille. Tu ne m'as pas pris à part. Tu ne m'as pas demandé comment j'allais. Tu t'es levé devant 14 personnes et tu as transformé ma douleur en spectacle. La mâchoire de Thierry s'est serrée. Je défendais ta mère.
Ma mère n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait besoin d'être honnête. Et au lieu d'encourager cela, tu lui as donné une échappatoire. Tu m'as fait passer pour le méchant afin qu'elle n'ait pas à faire face à ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas défendre quelqu'un, Thierry, c'est l'encourager. Du téléphone sur la table, la voix de maman est venue. Il a raison, Thierry. Thierry a cligné des yeux. Il ne s'y attendait clairement pas. Il a regardé le téléphone, puis de nouveau moi. Diane, tu m'as dit que le gamin t'attaquait. Tu pleurais au téléphone. Que étais-je censé faire? Je pleurais parce que je me sentais coupable, a dit maman. Pas parce que Nolan m'attaquait. Il me disait la vérité et je ne pouvais pas le gérer. Alors, je t'ai appelé et je t'ai laissé te mettre en colère pour moi, parce que c'était plus facile que d'être responsable. La table est devenue très silencieuse. Thierry a décroisé les bras. Il avait l'air mal à l'aise pour la première fois depuis que je le connaissais, ce qui veut dire quelque chose car c'est un homme qui s'est disputé une fois avec un gérant de restaurant pendant 45 minutes pour un bon de réduction et n'a montré aucune gêne pendant tout ce temps. Je ne connaissais pas toute l'histoire, dit Thierry finalement. Ta mère m'a fait croire que tu étais ingrat. J'ai réagi. Tu n'as pas réagi, j'ai dit, tu as joué un rôle. Tu voulais être le héros, le patriarche qui remet l'enfant ingrat à sa place. Et tu n'as pas pris le temps de penser si l'enfant pouvait réellement avoir un point. Tu as juste frappé. Il m'a fixé. Je pouvais voir quelque chose changer derrière ses yeux. Pas tout à fait du remords, mais quelque chose d'adjacent. Une prise de conscience, peut-être, s'infiltrant comme la lumière sous une porte. Tu as raison, a-t-il dit. Les mots sont sortis comme s'ils lui faisaient physiquement mal. Je n'aurais pas dû faire ça. Pas comme ça. Not in front of everyone. Il a fait une pause. Je suis désolé, Nolan. J'ai hoché la tête. Merci. Puis je me suis tourné vers Gaston. Il a immédiatement levé les mains. Qu'est-ce que j'ai fait? À Thanksgiving, quand j'étais dans le couloir et que je t'expliquais pourquoi je partais. Tu m'as dit que je dramatisais. Tu as fait ça toute ma vie, Gaston. Chaque fois que j'ai essayé d'exprimer quelque chose de réel, tu l'as balayé. Quand je t'ai dit en troisième que j'avais l'impression que maman ne me remarquait pas, tu as dit que j'y pensais trop. Quand je t'ai dit au mariage de papa que je me sentais comme un étranger dans notre propre famille, tu as dit que j'avais besoin de me détendre. Tu es mon frère aîné. Tu étais censé me soutenir. Et à chaque fois, tu as choisi le confort plutôt que la vérité. Gaston a regardé ses mains. Il n'avait pas de réponse spirituelle à cela. Pas d'histoire de golf, pas de diversion, pas de charme facile pour se glisser sous le poids de ce que je disais. Il est juste resté assis là et, pour la première fois de sa vie peut-être. Il a laissé l'inconfort exister sans essayer de s'en échapper. Je ne réalisais pas à quel point c'était grave, a-t-il dit doucement. Honnêtement, Nolan, je ne faisais pas attention, et c'est de ma faute. J'étais tellement occupé à être l'enfant qui avait la vie facile que je n'ai jamais arrêté de penser à ce que c'était pour toi. Il a levé les yeux. Je suis désolé. Je le pense. Le téléphone a crépité. Maman pleurait doucement. Je suis désolé aussi, Nolan, pour tout ça. Pour le favoritisme, pour le silence. Pour avoir dit à Thierry, pour chaque fois que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez. Tu as toujours été assez. J'étais juste trop brisé pour le voir. J'ai laissé cela s'installer. J'ai laissé tout cela s'installer. Les excuses, les aveux, le poids de décennies de silence. Enfin brisé. Cela n'a rien effacé. Cela n'a pas annulé les Thanksgiving que j'avais passés à me sentir invisible ou les années que j'avais passées à penser que quelque chose n'allait pas chez moi, mais c'était réel. C'était honnête et c'était un début. Je ne vais pas faire semblant que nous sommes réparés, j'ai dit, nous ne le sommes pas. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, et je ne vais pas faire semblant pour le confort de qui que ce soit, mais je suis prêt à essayer lentement, à mes conditions. Et si quelqu'un à cette table ou sur ce téléphone partage un jour quelque chose que j'ai dit en confiance, il n'y aura pas d'autre dîner comme celui-ci. Il n'y aura pas d'autre chance. Tout le monde a hoché la tête, même Thierry. Nous avons fini par commander de la nourriture après tout. Gaston a pris le plus grand steak du menu, parce que bien sûr. Thierry a pris un burger et l'a mangé en silence,
ce qui est peut-être la chose la plus retenue que j'ai jamais vue de cet homme. J'ai pris le saumon grillé, et c'était en fait plutôt bon. Maman est restée au téléphone pendant une autre heure, intervenant ici et là, l'air plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce n'était pas une fin de film. Personne n'a serré les gens dans ses bras et pleuré pendant qu'une musique inspirante jouait. C'était maladroit et imparfait et réel. Et honnêtement, c'est exactement ce dont il avait besoin. C'était il y a 3 mois. Voici où en sont les choses maintenant. Je suis toujours chez Méridian Précision. Léon m'a promu ingénieur principal le mois dernier, ce qui s'est accompagné d'une augmentation de salaire qui m'a fait pleurer les yeux quand j'ai vu le chiffre. Il m'a dit qu'il me préparait à diriger éventuellement la division quand il prendrait sa retraite dans quelques années. Je lui ai dit que je devrais y réfléchir, ce qui était un mensonge car j'avais déjà mentalement redécoré son bureau. Chloé et moi avons emménagé ensemble il y a 2 semaines. Elle a insisté pour adopter un chat le même week-end que notre déménagement. Alors maintenant, nous avons une chatte calico nommée Biscuit qui n'a aucun respect pour les limites personnelles et a déjà renversé mon café de la table de chevet 3 fois. Je n'ai jamais été aussi heureux. Maman et moi parlons 1 fois par semaine maintenant. Des appels courts, des appels prudents. Elle apprend à poser des questions au lieu de supposer, et j'apprends à y répondre sans m'attendre à la déception. Ce n'est pas la relation que je voulais enfant, mais c'est peut-être celle que nous pouvons réellement maintenir en tant qu'adultes. Elle m'a envoyé une carte la semaine dernière qui disait simplement « Je suis fier de toi, Nolan ». J'aurais dû le dire plus souvent. Je l'ai mise sur mon frigo. Gaston et moi sommes plus proches que jamais, ce qui n'est toujours pas si proche, mais c'est un progrès. Il a commencé une thérapie lui-même, ce qui m'a choqué plus que toute autre chose dans toute cette histoire. Apparemment, le dîner a débloqué quelque chose en lui. Il m'a dit la semaine dernière qu'il portait une culpabilité à propos du favoritisme depuis des années, mais qu'il ne savait pas comment l'aborder. Je lui ai dit, la prochaine fois, dis-le simplement. Nous sommes frères. C'est ce que les frères sont censés faire. Thierry est Thierry. Il ne va pas devenir une personne différente du jour au lendemain, mais il m'a appelé environ 1 mois après le dîner et m'a demandé comment allait mon nouveau travail. Et quand je lui ai parlé de la ligne de production que j'avais redessinée, il a dit, c'est impressionnant, gamin. Venant de Thierry, c'est pratiquement une ovation debout. Quant à moi, j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que j'étais le problème. L'enfant calme, le fils invisible, celui qui ne brillait pas assez pour attirer l'attention. Et il a fallu un Thanksgiving catastrophique, 6 mois de silence, une thérapeute qui ne m'a pas laissé me mentir à moi-même, et une femme qui m'a vu avant que je puisse me voir pleinement pour comprendre la vérité. Je n'ai jamais été invisible. J'étais juste entouré de gens qui ne regardaient pas. Ils regardent maintenant.